Bonjour tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Ouais. Bienvenue, merci d'être aussi nombreux. Avant de commencer, en fait, on a un traducteur du français vers l'allemand et l'anglais, donc si vous en avez besoin, vous pouvez vous diriger vers mes camarades qui sont juste là. Donc voilà. Aussi, je voulais vous parler de la campagne Gaza Rebuild. Vous avez vu qu'il y avait un stand en bas au Ré. En fait, c'est une campagne pour aider à la reconstruction de Gaza, mais c'est aussi c'est pour financer en fait un projet culturel. Et ça a été initié par l'association Lausanne-Palestine. Et la cagnotte sera fermée en fait le week-end du 12 et 13 avril. Donc, je vous invite à aller soutenir si vous avez les moyens et à faire tourner en fait autour de vous cette cagnotte et en parler aussi autour de vous. Donc c'est Gaza Rebuild, ils sont sur les réseaux sociaux et leur site c'est Gaza Rebuild, non c'est rebuildcampaign.org. Voilà. Aussi, je me présente déjà pour commencer. Je m'appelle Fatima, je suis du collectif Sud Global, collectif décolonial et antiraciste implanté ici à Lausanne. On a un média, c'est réel, en collaboration avec les jeunes pop. On vient de sortir un épisode avec Joseph Daher et Rania Madi il y a quelques jours. Donc je vous invite aussi à nous suivre et à nous soutenir sur nos différents réseaux. Donc voilà. Donc, dans un contexte national et international de répression, des voix qui s'expriment en faveur et en solidarité au peuple palestinien, comme on a pu le constater avec le cas du professeur Joseph Daher, avec l'Université de Lausanne, qui s'est fait licencier pour des motifs politiques et qui est loin de là d'être un cas isolé en fait, dans ce contexte national et international. On a trouvé en fait pertinent d'organiser cette table ronde au sujet de la question palestinienne dans le cadre de Stop Pillage. Non seulement pour continuer de parler en fait, de la cause palestinienne, mais aussi parce qu'elle s'inscrit pleinement dans la thématique de ce week-end, la lutte palestinienne est avant tout décoloniale, anti-impérialiste et même voire écologique. Récemment, j'avais entendu Rima Hassan dans une interview dire Israël est un bout d'Occident en Orient. En fait, c'est une phrase qui illustre bien la manière dont cet État adopte des logiques coloniales occidentales face aux populations autochtones par l'accaparement des terres, par le nettoyage ethnique et l'exploitation et l'expansion sans fin. Pour ce faire et discuter de la thématique de cette table ronde, donc génocide en Palestine et financement de la guerre, on a deux invités. Pour commencer, Joseph Daher, universitaire spécialiste du Moyen-Orient et militant internationaliste chez Solidarité, ainsi que Mona Denaoui, psychologue engagée contre la colonisation et militante chez BDS Genève, celle qu'on voit en fait à la tête de toutes les manifestations pro-palestiniennes et puis elle nous rend tellement fiers. Donc merci d'être là. Du coup, pour introduire cette conférence, je vais revenir un peu en arrière à l'époque où les Britanniques arrivent en fait en Australie. Donc, quand les Britanniques arrivent en 1788 en Australie, ils appliquent cette doctrine qui est terra nullius, qui signifie en fait une terre qui n'appartient à personne. Et cette doctrine leur a permis en fait de justifier l'occupation de l'Australie et l'appropriation des terres, mais aussi en fait de nier l'existence des peuples autochtones, leur déshumanisation et leurs droits sur cette terre. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir. L'idéologie en fait d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre n'est pas quelque chose propre à Israël. C'est une idéologie coloniale qui provient de l'histoire coloniale et qui continue d'être mobilisée aujourd'hui en fait à des fins pour les mêmes buts. Donc, pour rester dans l'aspect historique, on va commencer par aborder la question du génocide. On a tendance à penser que les crimes de guerre perpétrés contre les Gazaouis après le 7 octobre sont quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais en fait atteint un niveau de violence pareil. Mais en réalité, ce qui se passe actuellement à Gaza, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est la continuité en fait, d'un processus de nettoyage ethnique qui dure depuis plus de 76 ans. Et
Est-ce que toi, Joseph Daher, tu peux nous expliquer ce processus continu du nettoyage ethnique du peuple palestinien et comment en fait il s'inscrit dans l'histoire du sionisme et l'État d'Israël? D'accord, merci Fatima, merci Osamouna. C'est un plaisir d'être là avec vous. C'est un dimanche après-midi, donc je vous remercie. Je voudrais remercier aussi les organisateurs, organisatrices pour tout ce contre-sommet. Je n'ai pas pu y assister malheureusement, je viens de revenir, mais j'ai vu plein de photos sur Instagram et ça avait l'air d'un succès, donc c'est une super initiative et absolument nécessaire de continuer de parler de ces dynamiques, particulièrement en Suisse, qui est un centre, je pense que vous avez en parlé, de négoce et de commerce mondial et qui joue un rôle extrêmement important dans ces dynamiques capitalistes exploitatives. Dans le cas de la Palestine, ce qu'il faut bien comprendre, comme tu l'as bien dit, c'est un nettoyage ethnique continu. La Nakba, comme on appelle, la catastrophe, qui a eu lieu en 1948 lors de la création de l'État d'Israël, qui a provoqué le départ forcé de 800 000 Palestiniens et Palestiniennes, la destruction massive de villages, d'infrastructures et l'accumulation primitive ou par dépossession des Palestiniens et Palestiniennes qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si on fait un saut chronologique, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, il n'y a jamais eu autant d'accaparement de terres palestiniennes depuis voilà, la mise en place des soi-disant accords d'Oslo et autres en Cisjordanie. On a vu de nouveau des tanks, première fois depuis la deuxième intifada, une violence inouïe qui se continue et avec des pogroms continus, et j'utilise ce terme avec précision parce que le pogrom, c'est une dynamique dans laquelle on a un État qui encourage des populations locales à s'attaquer à des minorités. Donc ça, c'est véritablement la définition de pogrom, contrairement à ce qu'on peut penser d'autres événements historiques du type 7 octobre et autres, quel que soit qu'on pense de cela. Donc maintenant, on est dans un processus continu de nettoyage ethnique, de Nakba qui n'a jamais cessé, mais avec des périodes de violence différentes. Et véritablement, ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est une Nakba d'une amplitude encore plus importante à bien des égards que 48. Par les moyens employés, par les destructions employées, selon certaines statistiques des Nations Unies, il faudrait, si le blocus restait en place, 350 ans pour une reconstruction. On parle de 50 milliards de dollars de reconstruction. Et sachant que actuellement, l'armée d'occupation israélienne coupe Gaza en deux, la guerre continue, jusqu'à aujourd'hui il y a eu des bombardements. On est très loin dans une sorte dite de trêve. On est dans une guerre continue et une volonté véritablement... Ça a toujours été le cas de Gaza, c'est la volonté de détruire. Contrairement à la Cisjordanie qui est véritablement de s'accaparer ses terres. Et quand on parle justement je parlais d'exploitation, accaparement des ressources, si on regarde la cartographie des colonies israéliennes en Cisjordanie, elle suit très souvent où sont situées les nappes phréatiques ou certaines ressources naturelles absolument indispensables. Et donc, historiquement, la Cisjordanie, ça a toujours été une volonté depuis 1967. Quelques semaines après l'occupation de la Cisjordanie, qui était avant sous le contrôle de la monarchie transjordanienne, Jordanie, il y a la mise en place de colonies. Gaza, ça n'a jamais dépassé 8000 colons, 9000 colons, même s'ils contrôlaient 30% de la terre de Gaza. Okay, en Cisjordanie, on est passé, c'est pour ça qu'on pourra revenir peut-être plus tard, mais les accords d'Oslo n'ont jamais été une question pour arriver à une solution à deux États. Quoi qu'on pense de cette solution, mais ça n'a jamais été l'objectif initial des accords d'Oslo. C'était l'accaparement de nouvelles terres palestiniennes. On est passé de à peu près 200 000, 250 000 colons à aujourd'hui plus de 700 000. Aussi, empêcher et continuer la politique qu'on a appelée de dédéveloppement, qui s'est mise en place après 1967. C'est un terme qui a été inventé, pas inventé, qui a été mis en avant par une journaliste, je crois, américaine, Sarah Roy, pour empêcher toute production nationale palestinienne, particulièrement manufacturière et industrielle et agricole, et faire en sorte que les marchés, que la Cisjordanie et Gaza soient des marchés d'exportation des produits israéliens. Empêcher toute production nationale. Et un des buts lors de la résistance palestinienne qui s'est émergée dans les années 80, qu'on appelait le Sumud el-Muqawem, c'est-à-dire, si on veut, la détermination continue, c'est pas la résistance, c'est vraiment la détermination continue. La résilience.
La résilience. Ah, j'aime pas ce terme. Résilience, c'est mal utilisé partout. Désolé, hein, mais on comprendra entre Libanais et Syriens. Ce terme est utilisé à mauvais escient. Mais bref. Donc voilà, comprendre qu'on est dans un processus continu d'accaparement de terres, d'accumulation par dépossession, tu as parlé de l'Australie, mais on pourrait parler, dans ces accumulations par dépossession, la volonté de rendre efficace la production de la terre, c'est la colonisation de l'Irlande, qui est justifiée de cette manière par la Grande-Bretagne. Les Irlandais sont considérés comme des populations non blanches, l'Amérique du Nord. Et c'est là où on voit aussi la violence de ce nettoyage ethnique continu, du génocide actuellement à Gaza. Elle est due au fait de la nature du projet colonial israélien, du projet colonial sioniste, qui est un projet colonial de peuplement qui vise l'élimination des populations indigènes et qui la rend beaucoup plus violente. Parce que les colonies de peuplement que vous aviez en Algérie, en Afrique du Sud, avaient comme structure d'accumulation une volonté d'exploiter les populations indigènes. Et dans ce cadre-là, il faut trouver des sortes de compromis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Ça ne veut pas dire que la violence est aussi très présente, qu'il n'y a pas un système raciste. Mais du moment que vous n'avez pas besoin de la population indigène, ben vous la massacrez. Et c'est ce qui s'est passé en Amérique du Nord et en Australie, où vous avez simplement une présence symbolique des populations indigènes dans des encampements. Des campements, mais qui cherchent à continuer ce projet. Et donc, c'est voilà, pour répondre un peu à ta question, j'ai parlé de ces différents niveaux, c'est de comprendre ces différentes dynamiques et pourquoi cette violence. Au-delà de la définition qui est réelle de pourquoi on parle d'un génocide par rapport à la Cour nationale de justice, les organisations de droits humains, il y a un développement qu'il faut comprendre par rapport à la nature du projet colonial sioniste et ensuite israélien. Est-ce que tu veux compléter ? Oui, volontiers. Bon, déjà, merci aussi pour l'invitation et l'organisation de ce contre-sommet, hyper nécessaire dans un contexte où la Suisse on peine encore à comprendre son implication dans la colonisation globale. Oui, juste aussi, j'aimerais compléter ça juste en parlant, en déconstruisant un petit peu une des propagandes israéliennes qui est le plus utilisée, le droit à la défense, comme quoi Israël se défend contre le Hamas, se défend contre les terroristes, défend sa propre terre. Je pense que ça n'a jamais été plus évident que depuis le 7 octobre, que c'est une propagande absolument faite de toutes pièces, depuis le départ, depuis 1948. Parce que, en plus de Gaza, Israël s'attaque aussi à la Cisjordanie, d'autant plus depuis la mise en place de ce supposé cessez-le-feu qui n'en est pas vraiment un. La colonisation s'est accélérée en Cisjordanie. Les attaques des colons, la violence des colons s'est aussi accélérée, particulièrement à Jénine. Et puis, par rapport au Liban, ça ne s'est jamais arrêté aussi. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été mis en place avant celui de Gaza. Et puis, en fait, les bombardements au sud du pays ont continué. Il y a même aussi des excursions de colons qui s'organisent dans le sud. Donc, ça montre encore une fois à quel point Israël est un projet colonial, d'expansion coloniale. Ça ne se limite malheureusement pas qu'à la Palestine. Je pense qu'on en parlera aussi un peu plus tard du Golan syrien, occupé depuis 1967, inégalement par Israël aussi. Donc c'est vraiment un projet colonial qui n'a aucun but de cesser, en fait. Bien au contraire, de continuer jusqu'à s'accaparer le plus de terres possible, le plus de terres palestiniennes, libanaises, syriennes possibles, et ce, en violation de toutes les conventions internationales qui existent. Juste sur la Syrie, pour noter que juste après la chute du régime Assad, Israël a bien sûr étendu son occupation, mais a confirmé le vote d'un budget qui vise à doubler la population de colons sur le Golan. Donc de passer à plus de 30 000 maintenant actuellement à plus de 50 000. Et là, il y a comme au sud Liban, ils sont là pour rester, avec des bases militaires, même précaires, qui ont été mises en place dans différents région du sud de la Syrie. Joseph, j'aimerais bien aborder en fait ton ouvrage Palestine et marxisme pour te faire aussi un peu de publicité.
j'ai lu que tu dis que dès le début du projet sioniste, une économie juive s'est construite en s'appuyant sur les structures coloniales britanniques, avec une idéologie qui se voulait socialiste, mais qui a été en réalité fondée sur un colonialisme ethno-racial. Alors, on a tendance à penser que l'idéologie ethno-raciale, c'est quelque chose qui vient des partis de droite et d'extrême droite. Et là, en fait, il s'agit aussi des alliances des syndicats et des partis de gauche. Donc, j'aimerais bien que tu t'élabores un peu cette question-là. Bon, tu l'as dit, malheureusement, il y a une histoire coloniale dans les pays du centre d'accumulation capitaliste, notamment l'Europe et autres, qui ont une histoire coloniale. Et la gauche de nombreux pays européens a participé, y compris à toute une histoire, revoir les textes d'Aimé Césaire par rapport au Parti communiste français, le rapport du Parti communiste français par rapport aux travailleurs et travailleuses étrangers. Donc il y a toute une histoire qu'il faut en discuter, hein, et remettre les points sur les i. Concernant, et c'est important comme question, je pense, de dire que alors, historiquement, le projet colonial sioniste, sa principale tête de pensée, au début, c'est Théodore Herzl, qui s'inscrit plutôt d'une idéologie néolibérale. C'est un libéral autrichien qui voit comme modèle un peu l'Algérie, où il faudrait avoir des grands propriétaires terriens, plutôt des colons, qui exploiteraient les Palestiniens et Palestiniennes. Et en fait, dans ce projet colonial sioniste, ceux qui vont de plus en plus prendre le dessus, ce sont en fait les sionistes de gauche. Les sionistes de gauche qui vont construire la base de la future structure coloniale de l'État israélien, dans lequel Histadrut, le syndicat israélien, a joué un rôle fondamental, que ce soit dans l'accueil et la mise en place en fait de ce qu'on a appelé les kibbutz, qui sont en fait des fermes initialement où le travailleur palestinien est complètement éliminé de la structure économique. Donc ça, les premiers kibbutz, c'est au début du XXe siècle. Certains Palestiniens étaient utilisés comme paysans ou bien comme gardiens. Et ça, ils vont les mettre de côté. Et le slogan principal du Histadrut, ce sera travail juif, terre juive, produit juif. Et le but, c'est parce que pour eux, c'était, et en l'occurrence, bon, si on regarde a posteriori, c'est de construire les bases du futur État israélien, de construire les bases pour avoir un projet colonial plus fort que basé sur l'exploitation des Palestiniens et Palestiniennes, et aussi s'inscrire dans ce que je disais, dans ce projet de colonie de peuplement qui cherche l'élimination des populations indigènes et non son exploitation. De plus, avec la montée, parce que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la grande majorité des personnes de confession juive européenne, parce que aussi, c'est important de le dire, le mouvement sioniste, c'est un mouvement européen qui est né, ses traces historiques sont en Europe. Et son développement, son idéologie sont en Europe. Le sionisme était quasiment absent jusqu'à 1948 pour la majorité des populations orientales juives ou d'Afrique du Nord. Au contraire, beaucoup étaient opposés à ce projet colonial. Il y a tout un certain nombre de discours, mais même au sein, j'ai envie de dire, jusqu'à 1948, ce projet sioniste est minoritaire au sein des populations juives européennes. Même des personnes libérales s'opposaient. Le seul ministre britannique qui va s'opposer à la déclaration de Balfour en 1917, c'est un ministre libéral, Montaigu, de confession juive. Et il y a toute une histoire. Après, il y a le Bund à gauche, c'est ceux qui étaient dans le parti bolchevique. Et autres. Donc, pour revenir à ta question, les sionistes de gauche vont construire les bases du futur État israélien et vont dominer la scène politique israélienne jusqu'aux années 80, 90. Et donc c'est pour ça que, bien sûr, alors à chaque élection depuis 15 ans, on nous dit on a le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Ce qui est vrai, c'est à chaque fois beaucoup plus à droite. Mais le problème n'est pas limité à la nature du gouvernement israélien. Elle est liée à la nature du projet colonial de peuplement dans lequel, et à ses origines, se trouvent les sionistes de gauche. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas en train de remettre en cause le fait qu'il faut revoir complètement ces structures d'apartheid et autres. Par exemple, quand il y a les manifestations qui ont eu lieu contre Netanyahou, il y a seulement le drapeau israélien qui est présent, les drapeaux palestiniens sont mis dehors, on ne remet pas en cause les dynamiques
d'occupation et autres. Donc revenir que c'est vraiment, oui, à l'origine, c'est un projet dans lequel le syndicat israélien joue un rôle principal, le parti travailliste qui est à l'origine, Ben-Gurion et autres, et tout cela dans une soi-disant idéologie de gauche. Mais il y avait des dynamiques, on peut dire, similaires parfois en Afrique du Sud sur certains mouvements. Ils avaient unifié les travailleurs blancs. Donc cette phraséologie est pas... Alors, il y avait c'est très présent au mouvement sioniste, mais pas simplement. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus? Donc, Israël n'aurait pas pu mener ces guerres successives contre la Palestine sans un soutien économique et militaire massif des puissances occidentales. On pense évidemment aux États-Unis, mais aussi à l'Union européenne et à la Suisse de manière indirecte. Ce soutien soulève des questions sur les intérêts stratégiques de ces puissances. Par ailleurs, il y a des organisations juridiques et des spécialistes du droit international qui ont exprimé des préoccupations concernant la complicité des États-Unis, mais aussi de la Suisse plus tard, qui pourrait être jugée face à la Cour pénale ou à la Cour internationale de justice. Selon vous, je m'adresse à vous deux, quel est l'intérêt pour les puissances occidentales à soutenir Israël, coûte que coûte, malgré en fait, ces violations du droit international? Et j'ai aussi une autre question, mais pour que ça continue, pourquoi en fait elles n'ont aussi aucun intérêt à avoir un État palestinien indépendant et stable? Tu compléteras. Mais tu l'as dit toi-même en introduction en citant Lima Hassan, que Israël est un bout d'Occident en Orient. Et c'est vraiment quelque chose, un élément clé qui permet de comprendre le soutien complètement aveugle des puissances occidentales. C'est qu'à la base, c'était un projet de base occidental pour s'accaparer des terres, pour profiter des ressources naturelles. Et puis, en tant que psychologue, j'aime bien aussi apporter une explication psychologique par rapport à ça, qui est souvent mentionnée de manière générale dans les ouvrages. C'est aussi la culpabilité de l'Occident vis-à-vis de l'Holocauste. Et ça se voit particulièrement en Allemagne, où la répression contre les mouvements de solidarité avec la Palestine vont crescendo. Encore dernièrement, le 8 mars, on a vu des vidéos émerger où des manifestants qui formaient un bloc palestinien ont été attaqués par les forces de l'ordre sans aucune raison valable. Et c'est quelque chose de récurrent, ça arrive quasi tout le temps en Allemagne. Et c'est pas pour rien que c'est particulièrement en Allemagne que ça arrive. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là où inconsciemment les puissances occidentales soutiennent Israël comme pour pallier à leur propre culpabilité, au rôle qu'ils ont joué activement durant l'Holocauste envers les personnes juives. Mais après, effectivement, il y a forcément une question d'intérêt économique, particulièrement de la part des États-Unis, qui, je crois que les derniers chiffres qu'on a eus entre 1951 et 2022, il y a eu une aide états-unienne d'environ 318 milliards de dollars, envers Israël. Donc ça représente l'aide étrangère de la part des États-Unis qui est la plus grande envers ce pays. Et c'est pas pour rien. Parce que je pense qu'on va aborder la question plus tard du lobby israélien. Parfois, il y a un peu une fausse conception à ce sujet, que c'est Israël qui contrôle les États-Unis et puis qui tient les États-Unis un petit peu par la gorge, mais c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment les États-Unis qui ont conçu ce projet colonial. Et puis si on reprend les termes, une phrase que Joe Biden avait dit en 1986, si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est d'ailleurs une phrase qu'il a redite en 2023, il me semble, quand on l'avait interrogé à ce sujet. Ça prouve encore une fois à quel point c'est un outil qui est fait pour avancer les intérêts économiques, pour profiter des ressources naturelles. Et aussi, je pense que tu pourras en dire plus à ce sujet, pour faire l'ingérence envers les autres axes, par rapport à l'Iran, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie. Ça joue vraiment un élément clé contre ces pays-là. Merci Mona. Pour revenir en fait à des origines historiques, le projet colonial de peuplement israélien ne pouvait pas se réaliser, se matérialiser sans l'aide d'une métropole. C'est la différence principale avec les autres projets de colonies de peuplement. En Amérique du Nord, en Australie, il y a une métropole qui aide. Et en fait, ce que va faire le mouvement sioniste, c'est aller taper les portes à la fin du 19e, début du 20e siècle, à différentes puissances impériales, et dire, nous, on est prêts à servir votre agenda, et donc aidez-nous.
Et d'ailleurs, le premier choix ne se porte pas forcément pour construire un État ou chose en Palestine. Il y a l'Angola, il y a l'Argentine. Finalement, la Palestine, pourquoi la Palestine? Parce que c'était un enjeu géostratégique. L'Angleterre occupait déjà l'Égypte, le contrôle du canal de Suez et l'entrée pour tout ce qui est route de commerce avec l'Asie et autres. Donc c'est la Palestine qui va être choisie. Et de nouveau, là, la comparaison avec l'Irlande est intéressante. Ils disent on va construire aussi une sorte d'Irlande du Nord au Moyen-Orient en utilisant le mouvement sioniste. Donc on voit la dynamique coloniale. Et encore une fois, le mouvement sioniste ne peut pas survivre sans l'aide d'une métropole impériale. Donc le mandat britannique a aidé à établir ces infrastructures et autres, on en a déjà parlé, mais justement lors de la grande révolte palestinienne entre 1936 et 1939, où il y a 100 000 déjà soldats britanniques qui sont envoyés en Palestine. Il faut juste se rendre compte, c'est énorme. Pour mater cette révolte, qui est une révolte d'une profondeur historique absolument importante. Dans les grandes villes, on a 6 mois de grève, on a des insurrections armées dans les zones rurales et autres. Et c'était aussi, au-delà de remettre en cause le mandat britannique, c'était une remise en cause des élites, en partie féodales, bourgeoises, palestiniennes à l'époque. Et ils vont être complètement démantelés avec l'aide du mouvement sioniste, pas simplement armé, mais qui aussi, quand il y a des grèves, vont envoyer des travailleurs. Donc, et la Grande-Bretagne va permettre l'établissement en grande partie de cet État d'Israël et autres. Après 1948, on voit qu'Israël, à nouveau, la guerre de Suez, ce qui est appelé l'intervention dans les cours d'histoire, au début on appelait ça intervention tripartite. Bon, c'était une guerre, quoi, entre France, Grande-Bretagne, aidée par l'État d'Israël, pour s'attaquer au régime considéré comme le plus radical de la région, Abdel Nasser. De même, et là c'est un peu la sortie des anciennes puissances coloniales, et Israël doit se trouver un nouveau parrain, un nouveau soutien. Et le véritable changement, c'est 1967. Israël prouve, en fait, aux puissances impérialistes occidentales, et surtout aux États-Unis, qu'il peut être un atout très important. Parce qu'en 1967, c'est la guerre des 6 jours. Il casse Israël les 2 régimes les plus radicaux de la région, Abdel Nasser et le Baas de gauche de Salah Hadid. Et il occupe toute la Palestine historique, le Sinaï, le Golan et autres. Et c'est là où le soutien à Israël va exploser au niveau des États-Unis. Donc on va passer de 3 à 4 milliards de dollars par année d'aide, une supériorité militaire. Cette aide militaire, d'ailleurs, a explosé après 7 octobre, a passé à 18 à 20 milliards de dollars en 1 an. C'est pour ça qu'on dit Israël est le bras armé. Elle n'aurait pas pu matériellement poursuivre sa guerre à la fois contre Gaza, guerre génocidaire, guerre contre le Liban, guerre contre la Syrie, sans cette aide matérielle, sans dire la couverture politique accordée par les puissances européennes, même s'il y a aussi une aide matérielle. Et ça, c'est pour garantir des intérêts politiques dans la région, mais économiques, sachant qu'il ne faut pas un changement de rapport de pouvoir. Et s'il y a une seule spécificité au Moyen-Orient, ce n'est pas qu'elle soit arabe ou islamique, c'est la concentration des énergies fossiles. Et depuis 1967, il faut éviter tout acteur qui pourrait remettre en cause cette domination occidentale dans une région qui reste absolument indispensable dans le cercle d'accumulation capitaliste dans le monde, dans lequel le pétrole joue jusqu'à aujourd'hui un rôle fondamental. Et pas simplement pour remplir, entre guillemets, l'essence de votre voiture, pour ceux et celles qui en ont, mais tout ce qui est produits dérivés et autres. Toute notre économie, avec le plastique et autres, composée de ce pétrole. Donc tout changement de pouvoir doit être évité. Et dans ce cadre-là, Israël constitue un gendarme. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont poussé pour la normalisation entre Israël et les monarchies du Golfe, 2 alliés des États-Unis, pour consolider l'hégémonie américaine face à la montée en puissance de la Chine. Et une dernière chose, alors il y a peut-être dans la propagande un sentiment d'utiliser la question de la Shoah. Mais moi, je ne pense véritablement pas que c'est un sentiment de culpabilité. Pour dire les choses telles quelles, c'est une politique. D'ailleurs, le soutien au projet sioniste commence bien avant la question de la Shoah, et énormément de ces élites sont restées fondamentalement, d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction antisémite, et tout en soutenant le projet sioniste. Donc, je ne pense pas que c'est une question de culpabilité. Non, c'est une question, on soutient un projet politique qui sert l'impérialisme, qui sert nos intérêts politiques et économiques. Et c'est aussi pour ça qu'on comprend aujourd'hui que
On peut être un parti fondamentalement qui prend ses origines, et d'ailleurs historiquement Balfour c'était la même chose, qui n'a pas de problème avec l'antisémitisme, mais qui va défendre soi-disant le projet de l'État d'Israël. Donc il y a une instrumentalisation, moi je suis d'accord avec toi, il y a une instrumentalisation qui est faite de la question de l'Holocauste pour cacher les véritables raisons qui sont fondamentalement politiques, géopolitiques, économiques et impériales. Et c'est comme ça qu'on comprend le soutien à cet État. Maintenant, si je peux, et je suis un peu long, je m'excuse, il y a un dernier truc, c'est aussi, il y a ces dynamiques impériales, économiques qu'on a expliquées, la question du pétrole et autres, mais aujourd'hui aussi, et je pense que c'est le cas depuis 15-20 ans, particulièrement après la crise financière mondiale de 2008, le projet néolibéral autoritaire est en crise. Malheureusement, ce n'est pas la gauche qui en profite, très souvent. C'est l'extrême droite, le pôle extrême droite et autres. Et dans ce pôle d'extrême droite, Israël est un modèle à suivre. Est un modèle à suivre dans le sens complètement, on ignore les droits démocratiques fondamentaux, on rêverait de traiter les populations non blanches, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou pas, comme les Israéliens traitent les Palestiniens et Palestiniennes. Ultra sécuritaire, ultra raciste comme société, et c'est aussi qu'on comprend comme ça. Aujourd'hui, le principal, par exemple si on regarde en Suisse, ceux qui sont principalement dans le lobby pro-Israël au Parlement, c'est l'UDC. En grande majorité, c'est des membres de l'UDC, si on regarde le Rassemblement national. Alors, ça ne veut pas dire que les néolibéraux autoritaires, ils n'aiment pas aussi. Mais vraiment, la question du modèle politique, je pense, doit être prise en considération. De plus de violence sécuritaire et autres aussi, qui sert de modèle dans cette nouvelle dynamique, je pense. Une précision. Enfin, c'est vrai que je me suis peut-être pas très bien exprimée par rapport à la question à la question juive. C'est vrai que c'est une instrumentalisation. Pour moi, il y a tout quand même. Voilà, je suis psychologue, donc il y a toujours une question d'inconscient, je trouve, derrière ça. Et c'est quelque chose qui est justement instrumentalisé par rapport aux Occidentaux pour dire, voilà, si on parle de ça, vous êtes antisémite, et forcément que ça va aller toucher quelque chose de profond. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la raison prioritaire. Et d'ailleurs, on le voit aussi en Suisse, enfin, la CICAD, qui se dit voilà, être un collectif qui lutte contre l'antisémitisme en Suisse, est en fait un lobby pro-israélien qui n'en a que faire de la lutte contre l'antisémitisme. Et le dernier exemple en date, c'était une conférence qui devait être organisée samedi 15 mars par Laurent Guyeno, qui est un antisémite notoire, proche de Alain Soral. Et la CICAD n'aura pas dit un seul mot au sujet de cette conférence-là, aucune communication, rien du tout. Et au final, elle a été annulée grâce à la mobilisation antifasciste. Et ça a toujours été le cas. C'est vraiment la mobilisation par le bas, par les militants, qui luttent le plus en fait contre l'antisémitisme en Suisse, alors que la CICAD, elle est surtout là pour diffamer, pour faire porter le chapeau aux militants pour la Palestine. On l'aura vu avec l'occupation des universités, on l'aura vu avec le fameux agenda de la CUAE, qui a été aussi catégorisé comme antisémite juste parce qu'il mentionnait Free Palestine à un moment donné dans l'agenda. Donc c'est tout ça, il y a des exemples abondants pour effectivement montrer l'instrumentalisation crasse de l'antisémitisme à des fins coloniales. C'était Palestine libre de la mer au Jourdain qui les dérangeait. Du coup, au-delà du soutien des États occidentaux, Israël bénéficie d'un appui massif des secteurs privés, notamment des banques et des grandes entreprises. En Suisse, les liens financiers avec Israël sont solides. En 2011, on a UBS qui avait racheté 5% de la banque israélienne Leumi pour 1,3 milliard de francs suisses. Plus récemment, on a la Banque nationale suisse qui avait investi des millions dans Elbit Systems et qui a du coup revendu ses parts et qui du coup se sont fait un chiffre énorme sur le dos du génocide à Gaza. Elbit Systems qui est donc le principal fournisseur de l'armée israélienne et qui a un bureau aussi également ici à Berne. Il y a d'autres institutions financières suisses comme le groupe Pictet, la Banque cantonale vaudoise, UBS je l'ai cité, qui détiennent des parts dans cette entreprise et qui équipent directement Tsahal. Le BDS a fait une campagne récemment contre UBS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Mona ? Oui, ça a été un peu lancé officieusement. On l'a fait durant une manif en octobre dernier à Genève, parce qu'on passait en fait devant UBS, donc c'était aussi l'occasion de l'interpeller face à ça. On a encore besoin de la lancer officiellement.
Mais oui, UBS est une banque qui investit massivement en fait, dans les entreprises d'armement. Donc en fait, ce serait une campagne de désinvestissement, de la même manière que ça a été fait avec AXA, de la même manière que ça a été fait, avec d'autres pensions qui investissaient là-dedans. Donc c'est vraiment une question de mettre la pression, pas une question de boycott, parce que ça a été aussi, j'ai vu parfois des hashtags circuler qui disaient boycott UBS, mais en fait c'est une campagne de désinvestissement où il s'agit de faire pression pour qu'elle désinvestisse. Ça passe par des manifs, ça passe par des campagnes. Donc c'est encore quelque chose en cours. Et je pense que ce sera, on va en parler de BDS plus tard, mais ce sera une des grandes campagnes qu'on aura au niveau national. On voit aussi déjà des gens qui s'activent d'une autre manière en allant taguer. Je pense que vous en avez entendu parler parce que la CICAD aura parlé de ça en disant que c'était des tags antisémites sur UBS et sur certaines filiales AXA à Genève. Et on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur, que les gens en fait se rendent compte de ces investissements-là. Parce qu'en investissant dans l'apartheid israélien, UBS se rend directement complice en fait, de crimes de guerre et de génocide. Et c'est quelque chose de complètement inacceptable aujourd'hui et les gens doivent savoir. C'est la plus grande banque de Suisse aujourd'hui puisque Crédit Suisse n'existe plus. Merci Mona. L'occupation israélienne, elle ne se milite pas seulement à la répression militaire et politique. Tu l'avais dit, derrière, elle s'attaque aussi directement aux ressources vitales des Palestiniens, dans ce qui s'apparente à une guerre écologique. Israël contrôle plus de 80% des ressources en eau en Cisjordanie et prive les Palestiniens d'un accès à leurs propres ressources naturelles. Amnesty International avait parlé d'un véritable apartheid de l'eau. À Gaza, la destruction systématique des réservoirs d'eau a mis hors service l'approvisionnement et 70% des cultures ont été dévastées. L'occupation coloniale a donc détruit des terres agricoles, déraciné des arbres, rasé des sols et se sont attaqués aux infrastructures agricoles, ce que certains nomment un écocide. Donc cette destruction de l'environnement, ce n'est pas un phénomène récent. Entre 1967 et 2014, l'armée israélienne et les colons avaient détruit entre 800 000 et 1 million d'oliviers en Cisjordanie. Une attaque directe contre un élément central de la vie économique et culturelle palestinienne. Donc on voit là la relation en fait, du colon avec la terre qui est du ressort de l'exploitation, alors que l'indigène, on avait vu des images de Palestiniens pleurer littéralement leur olivier, donc ils avaient une relation profonde en fait, avec leur terre et leurs oliviers. Mona, est-ce que tu peux nous parler de la destruction systématique de l'environnement en Palestine dans cette stratégie coloniale ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on dit beaucoup le terme génocide pour parler de manière générale de ce qui se passe en Palestine, mais en fait c'est un terme qui cache plusieurs autres, dont le terme d'écocide. On parle aussi par exemple de scolasticide pour décrire le fait qu'Israël cible quasi systématiquement les universités à Gaza. Je crois qu'elle les a d'ailleurs quasi toutes détruites et bombardées. On parle aussi de féminicide pour décrire comment Israël vise et tue principalement des femmes à Gaza. Et évidemment qu'on parle d'écocide, et c'est quelque chose qui prédate bien le 7 octobre également, de la même manière que le terme génocide, en fait, on en parlait bien avant le 7 octobre. Et le but de ça, c'est de rendre la terre palestinienne inhabitable par les Palestiniens, pour encore plus continuer le processus de nettoyage ethnique, pour continuer l'exode forcé, pour ensuite pouvoir dire que les Palestiniens sont aussi partis d'eux-mêmes. C'est un peu le but de tout ce qui se fait. C'est le but aussi de cette vidéo qui a été faite absolument lunaire, faite par intelligence artificielle et publiée par Donald Trump, qui décrit la bande de Gaza comme étant une côte d'Azur au Moyen-Orient. Donc toute cette propagande en fait, vise à rendre inhabitable la Palestine pour que les Palestiniens puissent se casser. Et que ce soit à Gaza, en Cisjordanie occupée, au Liban aussi, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais les oliviers, c'est une terre qui est aussi riche en oliviers que la Palestine, et ils sont aussi systématiquement visés par le régime israélien. Je crois qu'une 60 000 d'entre eux ont été brûlés dans le sud du pays depuis octobre 2023. Donc c'est une chose en fait aussi qui pour moi permet de faire la différence entre les personnes indigènes, entre les véritables propriétaires de la terre versus des envahisseurs illégaux
qui se permettent de faire ce genre de choses, parce que la population indigène nourrit, fait en sorte de prendre soin des oliviers, de la terre, la traite avec amour, alors qu'on le voit avec le génocide qui a été perpétré plus que jamais. Tout ce qui importe en fait aux colons, c'est de détruire la Palestine pour en refaire voilà, une espèce de côte d'Azur, quelque chose de complètement occidental et de complètement dénaturé. Donc c'est effectivement un élément clé de la campagne génocidaire et c'est pas prêt de s'arrêter. En parlant d'environnement, moi j'aimerais juste mentionner un livre qui a été publié en avril 2024 par Andreas Malm, La destruction de la Palestine et la destruction de la terre. Et il fait une comparaison intéressante en fait entre justement, parce qu'on en parlait un petit peu avant, les énergies fossiles et l'accélération des génocides en Palestine, parce qu'on parlait de l'histoire et de comment avait débuté voilà, le nettoyage ethnique de la Palestine. Lui, il fait aussi le lien avec le développement des énergies fossiles, comme quoi, sans la mise en place de ces énergies fossiles déjà au milieu du 19e siècle, on n'aurait pas eu toute cette histoire de colonisation. C'est ce qui a pu en fait vraiment débuter le processus génocidaire en Palestine et qui continue aujourd'hui, ça va main dans la main. Et puis, un autre parallèle qui est hyper intéressant, c'est aussi comment on parle du climat de manière générale et comment on parle de la Palestine. On a cette histoire de limiter à 2 degrés, ou je ne sais plus exactement combien, d'ici à quelques années, et on en parle depuis des décennies. On fait des conférences à ce sujet. De la même manière, en fait, selon lui, qu'on fait des conférences au sujet de la Palestine, qu'on fait des sommets. On a parlé d'Oslo, c'était exactement la même, on va dire, le même but, c'est-à-dire de discuter, de parler, alors qu'au final, c'est juste une façade pour pouvoir faire avancer encore plus le nettoyage ethnique. De la même manière que par rapport à la terre, en fait, c'est juste pour donner un prétexte qu'on fait quelque chose, on est en train d'agir, c'est pas grave, on peut encore faire quelque chose, alors que c'est incompatible avec le système capitaliste. De la même manière que par rapport à la Palestine, aucune solution n'est possible tant qu'on a un régime colonial qui est en place. C'est complètement illusoire. Et je trouve que malheureusement, même avec la campagne génocidaire, c'est quelque chose que les gens ont encore de la peine à comprendre. C'est encore très très sensible. Il y a encore beaucoup de propagande aussi par rapport à ça. On dit mais du coup la population juive va où? Oui, mais c'est pas la question. C'est la question d'avoir un régime colonial qui détruit les terres, qui viole tout le temps le droit des Palestiniens, qui ne peuvent pas vivre en souveraineté, qui ne peuvent pas vivre en dignité. Et ça impacte maintenant les autres pays, le Liban, la Syrie. Donc je pense que pour le futur, une perspective vraiment, vraiment fondamentale, c'est de la lier aux autres luttes, de la lier par rapport voilà, à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre le capitalisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand Rima Hassan parlait de ça, qu'elle disait que la Palestine est une lutte qui réunit en fait toutes les causes, qui centralise toutes les causes, et qu'en fait, au final, c'est plus grand que nous. Il ne s'agit pas juste de libérer la Palestine, il s'agit aussi de lutter contre le capitalisme, qui est un élément central, dont on aura pas mal parlé dans tes livres, qui soutient ce projet. Pardon, j'ai pas mal parlé pour une fois, mais... Seulement. Mais ce qui signifie aussi que le peuple palestinien, son ennemi, c'est pas seulement l'État d'Israël, son ennemi est encore plus grand. Les Palestiniens sont en guerre en fait contre l'impérialisme et le capitalisme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils résistent encore et qu'ils sont encore là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais juste sur ce que tu viens de dire, ça montre aussi, ça pose des questions aussi stratégiques. Dans la question de la libération de la Palestine, comment poser la question de la libération de la Palestine? Quelle relation avec la classe travailleuse israélienne de confession juive par rapport à la région et au niveau international? Les Palestiniens et Palestiniennes n'ont jamais simplement lutté, que ce soit contre le mouvement sioniste ou Israël. C'est toujours été mouvement sioniste, Israël et le soutien impériaux, ce qui montre la difficulté. Et la guerre génocidaire l'a montré. Et dans toute lutte anticoloniale, la question qui se pose de quelle alliance se poser avec la classe travailleuse de colons est revenue à travers l'histoire. Malheureusement, parce que souvent on me dit, mais alors, quid de la question classe travailleuse israélienne? C'est faire une analyse matérielle, c'est de dire que la grande majorité bénéficie encore matériellement, je dis, de ce système d'apartheid. Ça ne veut pas dire que la société israélienne n'est pas traversée par un racisme interne, par des dynamiques de classe différentes et autres. Bien sûr qu'elles sont traversées par cela.
mais par l'hégémonie de la classe dirigeante israélienne, extrêmement répressive, réactionnaire, le système éducatif, et encore une fois la question, sans parler tout le monde doit passer par, la grande majorité passe par 3 ans de service militaire ou quelques années dans une armée d'occupation israélienne, plus la question matérielle, fait que la classe ouvrière israélienne ne peut pas être un allié stratégique. Et encore une fois, c'est basé sur... Ça ne veut pas dire, et je précise tout de suite, qu'il ne faut pas encourager les formes de solidarité, de collaboration avec la gauche antisioniste qui existe et qui est très courageuse à l'intérieur de l'État d'Israël, qui est aussi en soutien, il faut le dire, au mouvement de boycott, des investissements en sanctions, qui fait des manifestations. Et ça, c'est à saluer. Mais ça pose la question, quel est l'allié stratégique des Palestiniens et Palestiniennes? Et c'est là où on revoit le rôle très important des classes populaires régionales, les processus révolutionnaires qu'il y a pu y avoir depuis 2011, parce que tous les régimes arabes et régionaux, sans exception, n'ont aucun intérêt de voir la libération des Palestiniens et Palestiniennes, ou de leur propre classe populaire, sans exception. Ils ont tous, d'une manière directe ou indirecte, du sang sur les mains, et ont instrumentalisé la cause palestinienne. Et souvent, ce qui s'est passé, quand il y a eu une volonté de solidarité avec la Palestine, aussi ça fait peur à ces régimes, parce que ça veut dire qu'ils vont pointer du doigt leur propre autoritarisme et autres. Et cela, c'est de revenir aussi sur la case, voilà, la relation avec la région, et finalement au niveau international. Mona l'a un peu mentionné, aujourd'hui la Palestine, c'est bien sûr une cause internationaliste. C'est une cause internationaliste, anti-impérialiste, à la fois qui peut être comprise comme écologique, si on prend la question des guerres et leur destruction environnementale, mais par rapport aussi au rôle d'Israël dans la région et de ses alliances avec les monarchies du Golfe, l'accumulation et la question du pétrole. Mais aujourd'hui, la Palestine, c'est devenu un reflet par rapport à combien nous devons défendre les droits démocratiques fondamentaux dans nos propres sociétés. À travers la Palestine, on voit des dynamiques autoritaires se mettre en place, ou s'accélérer, pardon, parce qu'elles étaient déjà en passe, mais s'accélérer contre les populations, des classes populaires et en particulier des populations non blanches. Répression au niveau des manifestations, répression des droits démocratiques, on vire des gens pour leur soutien à la Palestine et autres. Mais on voit véritablement, et sous le prisme aussi de l'antiterrorisme, qui n'a cessé de s'accélérer, aussi on s'attaque aux droits démocratiques. Et là, on voit la Palestine devient une mesure par rapport à notre propre société. Donc c'est pour ça de comprendre qu'on lutte pour la Palestine, on lutte aussi pour nos droits démocratiques. Et c'est de voir là nos intérêts communs. Pour moi, c'est très important de le comprendre comme ça, dans le sens de dire que ce n'est pas simplement une cause lointaine, une internationaliste, qui est bien sûr un point qu'il faut lutter, sur un point de vue pas simplement moral, mais qu'on a un intérêt commun, que ce n'est pas simplement une solidarité de charité, c'est une solidarité absolument nécessaire également pour nous, et qu'une victoire des Palestiniens et Palestiniennes, c'est une victoire pour nous, et une victoire que nous, on fait contre nos propres classes dirigeantes dans leur collaboration avec Israël, c'est la meilleure manière d'aider les Palestiniens et Palestiniennes. Et c'est là où on voit véritablement le destin commun. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Palestine dans le monde? C'est un reflet. Gaza, le génocide à Gaza, c'est le reflet d'un monde en pourriture aujourd'hui, d'un monde où une montée des groupes d'extrême droite, il y a plusieurs qualificatifs, je ne vais pas rentrer dans les définitions terminologiques, est-ce que c'est du néofascisme ou pas? C'est un reflet d'un monde qui se pourrit, où les classes dirigeantes veulent limiter au maximum possible les droits démocratiques et exploiter au maximum les populations. Et c'est pour ça qu'il faut dire non. Et à travers la Palestine, je pense que là, on a une manière aussi de renflouer nos forces. Merci Daher Liba. Bravo. Vas-y Mona, tu peux juste rajouter aussi qu'un point positif, en fait, enfin, entre guillemets, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça, de cette répression, mais ça montre qu'on leur fait peur, en fait. Ça montre qu'on a un impact, ça montre que toutes ces années passées à militer pour la Palestine, à faire des sacrifices, ça finit par payer. Toute cette répression n'aurait pas lieu d'être, en fait. Ils n'en auraient rien à foutre, en fait, si on n'avait aucun impact. Donc je pense que c'est aussi, on doit aussi utiliser ça comme moyen de nous motiver pour continuer, pour ne pas baisser les bras, pour se souder entre nous. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. Je pense qu'on est beaucoup, après avoir vu l'annonce de voilà ce qui est arrivé à Joe,
à avoir eu peur, en fait, à se dire « Ah, ok, ils arrivent vraiment à faire ça ». Et ça peut arriver à n'importe qui, peu importe la position, peu importe le job qu'on occupe, peu importe le privilège qu'on pense avoir. Mais je pense que c'est hyper important de ne pas céder à cette peur, de vraiment se dire mais ça vaut la peine, il faut continuer parce que c'est exactement ce qu'ils recherchent à faire, à nous faire peur pour qu'on cesse tout simplement notre mobilisation. Et également de se soutenir et de pas se lâcher, quoi. Juste avant, vous avez mentionné un peu vite fait la question des lobbies. Je vais quand même revenir dessus. La question des lobbies israéliens, qui est un sujet qui est un peu mal abordé, j'ai l'impression. On a notamment l'image de AIPAC aux États-Unis qui finance en fait les différentes campagnes électorales ou bien qui oriente certaines politiques étrangères aux États-Unis. Et ici en Suisse, on a également plusieurs groupes sionistes qui ont un lobby au Parlement. On sait très bien que le chef du département des affaires étrangères en fait partie. Voilà, je voulais voir avec Joseph ton avis sur le sujet. Ouais. Non, déjà de dire, de un, il ne s'agit pas de diminuer ou de minimiser l'influence des lobbies pro-israéliens. C'est clair qu'ils existent, qu'ils ont une influence néfaste sur les politiques de leurs pays respectifs. Le problème, c'est quand on explique la politique étrangère de certains pays simplement par le fait de ces lobbies. Et c'est là aussi, c'est une manière de dire, finalement, ces classes dirigeantes n'ont pas une responsabilité dans le crime de génocide ou dans le soutien à l'État d'Israël. Et finalement, ce serait simplement ce lobby pro-israélien qui contrôle tout comme une marionnette. Et ça nous empêche de comprendre ce qu'on a essayé d'expliquer depuis le début de la séance sur les dynamiques capitalistes, impérialistes et autres. Et d'ailleurs, l'importance des lobbies, particulièrement du lobby AIPAC aux États-Unis, a grandi après le fait qu'Israël soit devenu important dans la politique américaine. Après 67. Ce n'est pas qu'il n'existait pas, mais qu'il est devenu d'une importance primordiale après cela. Et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, il ne s'agit pas de nier, mais de remettre un peu, comme disait l'autre, la tête au bon endroit, pas à l'envers, disons. Et voilà, d'expliquer de cette manière la question des lobbies, aussi parce que ça peut nous faire tomber dans des trucs qui peuvent être problématiques. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, il y a ces lobbies qui contrôleraient tout et ça refonde dans un truc un peu antisémite qui est problématique. Je ne dis pas que ceux qui parlent de cela, mais ça peut aller vers cela. Et c'est encore une fois de comprendre aussi, de voir l'évolution des politiques étrangères. Israël devient à un moment donné un de ces gendarmes du Moyen-Orient. Aussi, c'est une leçon que les États-Unis prennent de la guerre du Vietnam. On ne peut pas intervenir partout, il faut qu'on aide des gendarmes pour garantir et consolider notre influence. Et dès lors, on va renforcer certains de ces pays. Et à l'époque, c'était véritablement Israël, Iran, Arabie Saoudite et la Turquie qui jouaient ça. Et ça peut, bien sûr, se modifier. Donc voilà, c'est juste dire de comprendre cela. Ce n'est pas de nier leur importance, mais pas de dire que c'est la dynamique principale qui explique les politiques des États étrangers, ou la politique étrangère, pardon, des États occidentaux ou des États-Unis, tout simplement. Oui, non, mais juste rajouter que c'est une question, je pense, hyper importante à aborder, d'autant plus aujourd'hui, parce que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, en fait, on ressort un petit peu ce politicien, enfin cet analyste politique américain, John Mearsheimer, je ne sais plus comment, pardon si j'écorche son nom de famille, qui parle beaucoup de l'influence du lobby israélien aux États-Unis. Mais en fait, c'est une personne qui n'a pas du tout une perspective de gauche, qui n'a pas du tout une perspective internationaliste. Et je pense que beaucoup des mauvaises conceptions qu'on a autour du lobby israélien vient des théories qu'il aura apportées dans ses livres. Donc je pense que c'est hyper important d'en discuter aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui se déconstruit petit à petit avec la campagne génocidaire d'Israël en Palestine, qui montre en fait le rôle des puissances occidentales. Donc heureusement qu'on a cette conversation. Et peut-être deux choses, si je peux me permettre. De un, que déjà le premier groupe aux États-Unis de sionistes, c'est les sionistes chrétiens. C'est des fondamentalistes chrétiens
et qui sont profondément antisémites, parce qu'ils veulent le retour des Juifs pour qu'ils brûlent, contrairement s'ils ne reconnaissent pas. Voilà. Et deuxième chose, c'est aussi ce qu'on voit aux États-Unis, qui se développe petit à petit en Europe, mais parce que ce n'est pas les mêmes proportions, que pour la première fois depuis 1967, je pense, il y a une remise en cause de l'hégémonie de l'idéologie sioniste au sein des populations juives. Jewish Voice for Peace, c'est un exemple, mais sur les campus, sur la participation, surtout de la jeunesse de confession juive, dans tout le mouvement palestinien, c'est absolument incroyable. Une participation massive et qui montre que sur un moyen et plus long terme, AIPAC pourra toujours continuer à exister sans représenter une majorité des populations juives aux États-Unis, mais restera important. Pourquoi ? Pas par rapport à ce qu'il représente au sein des populations juives, mais parce qu'il est important dans le cadre de la politique étrangère américaine. Et c'est de nouveau qu'on comprend de cette manière que la question des lobbies, c'est véritablement là, dans ce cadre-là, pro-israélien, lié à la politique étrangère états-unienne. Vraiment, là, aux États-Unis, pour moi, c'est quelque chose de très important, cette participation, et ça montre les contradictions, voilà, des explications simplement à la question du lobby, dans cette remise en cause du sionisme au sein, véritablement, je pense dans la jeunesse et moins de 30 ans, le sionisme n'est plus du tout dominant. Merci. Mona, je voulais te laisser un petit espace parce que tu fais partie du mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions. Est-ce que tu peux faire un peu l'historique de ton organisation, ses stratégies de lutte et les différents résultats que vous avez obtenus à travers le temps? Oui, juste avant de parler de cette question-là, j'aimerais juste un peu revenir sur une chose qui a été mentionnée par rapport à la résistance du peuple palestinien et du terme résilience qui nous fait un peu grincer des dents, toi et moi, et je pense beaucoup de personnes d'origine arabe. Parce que souvent, je crois qu'on manif aussi, je l'aurais entendu ce slogan, vive la résilience du peuple palestinien. Mais en fait, c'est complètement romantisé, c'est complètement voilà, dénué un peu du sens véritable, parce que les Palestiniens, comme les Libanais, comme les Syriens aussi face à la colonisation, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils résistent parce que c'est leur terre, et que sans la terre, on n'a rien. Donc je pense que c'est hyper important aussi de lutter au sein de nos mouvements même un peu contre cette romantisation, contre cette espèce de d'ériger la résistance palestinienne comme étant quelque chose d'incroyable, comme étant quelque chose qui sort de nature. Mais je pense qu'il y a vraiment un élément où ils n'ont fondamentalement pas le choix. Pour ce qui est du mouvement BDS, c'est du coup boycott des investissements et sanctions. C'est un appel qui a été lancé il y a maintenant bientôt 20 ans, en 2005, par plus de 170 organisations qui font partie de la société civile palestinienne. Donc c'est un mouvement qui part vraiment de la Palestine, qui est basé en Palestine au niveau de la direction encore aujourd'hui. Et c'est un appel qui a été lancé dans un contexte toujours incessant d'injustice, d'accumulation d'injustice envers le peuple palestinien. Ça fait aussi suite à la décision de la Cour internationale de justice en 2004 qui a déclaré que le mur de l'apartheid était illégal. Et c'est aussi dans un contexte où les Palestiniens réalisaient un peu l'échec amer de la deuxième intifada par rapport à la lutte armée, puis ils se sont dit bon, il faut qu'on passe par une autre stratégie qui implique aussi les acteurs internationaux. Et ils se sont donc inspirés de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud entre les années 60, 70 à 90, où en fait, là aussi, il y avait une coalition au niveau international qui s'est créée pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc ça a vraiment impliqué, de la manière qu'on voit aujourd'hui, des gens issus de la société civile qui ont mis en pression pour boycotter en fait cet apartheid. Donc ça s'inspire vraiment de cette lutte-là. J'aimerais dire que ça s'inspire parce que c'est effectivement pas du tout la même chose. Là, je pense que tu pourras peut-être dire plus par rapport à ça si tu veux. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était pas des colonies de peuplement, c'était pas une colonisation. Les Bantoustans et tout ça, c'était horrible. Les personnes qui ont vécu ça vous le diront, mais c'est pas du tout la même chose. Donc c'est aussi pour ça que ça s'en inspire, mais on me dit que ce n'est pas, ça n'aura pas les mêmes formes. Donc le mouvement a commencé majoritairement avec ce qu'on nomme le PACBI, c'est la campagne palestinienne pour le boycott culturel et académique d'Israël. Puis ça s'est ensuite décliné en un comité national en 2005 qui forme ces 170 organisations de la société civile. Et aujourd'hui, il y a des mouvements BDS à travers le monde, un peu dans tous les pays. C'est un mouvement qui est vraiment fait pour l'extérieur, pour l'Occident,
pour pouvoir mettre pression, parce que comme tu l'as dit Joe, à un moment donné, le meilleur moyen qu'on a depuis les pays occidentaux de lutter efficacement contre le régime israélien, ça passe vraiment par une pression sur nos gouvernements, une pression de désinvestissement envers toutes les banques, toutes les organisations, toutes les institutions en fait, qui investissent dans Israël. Et ça permet un petit peu, j'aimerais rajouter ça, il y a un peu aussi une fétichisation de la lutte armée et de comment on peut appeler à la lutte armée depuis ici, mais en fait, il faut réaliser que les Libanais, les Syriens, les Palestiniens n'ont jamais demandé à ce qu'on appelle depuis ici à la lutte armée. Ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas. Évidemment, la résistance du peuple palestinien est totalement légitime. Même dans le droit international, c'est inscrit dans le droit international. Mais je pense qu'il y a vraiment une question à aborder par rapport à comment on aborde la lutte armée ici. Je crois que c'était Sora Béchara qui, à Fribourg, elle avait un petit peu pointé du doigt cette histoire de comment, mais en fait, personne n'a demandé aux Occidentaux d'appeler la lutte armée. Et je pense que ça rappelle encore l'importance des mouvements de pression de boycott. Pardon, je m'égare. Mais par rapport au BDS, il y a 3 demandes principales qui ont été posées en 2005 et qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc, tout d'abord, la fin de l'occupation de toutes les terres arabes. Donc, y inclut en fait le Golan syrien, y inclut Gaza, y inclut la Cisjordanie. C'est vraiment une fin de toute cette colonisation-là. Et aussi deuxièmement, la fin de l'apartheid, donc de toutes les lois qui discriminent envers les Palestiniens, y compris les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël, qui habitent dans les terres de 48, qui sont discriminés par une 50aine de lois environ israéliennes. Et puis dernièrement, et ça c'est vraiment fondamental, c'est l'application, le respect, la protection du droit au retour des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de leurs terres depuis 1948, tel que stipulé dans la résolution 194 des Nations Unies. C'est absolument fondamental parce que c'est ce qui permet un petit peu de faire crouler le régime d'occupation israélienne. Et c'est aussi pour ça que c'est une question qui est absolument évitée par Israël. On n'en parle quasi jamais. Et puis, qu'est-ce que tu disais ? Quels résultats on a obtenus ? On a obtenu pas mal de résultats en presque 20 ans. Comme ça, de tête, je peux mentionner peut-être les dernières qui ont été faites. Donc, par exemple, la marque Puma, qui était sponsor de l'équipe israélienne de football, a abandonné ce sponsor-là fin de l'année passée, il me semble. Il y a ensuite une marque italienne que personne ne connaissait, qui a été remplacée, qui a pris le flambeau, qui s'appelle Erea. Ça n'aura pas duré parce qu'il y a eu directement des appels au boycott, des messages, de la pression. Et vu que c'est une marque qui est plus petite, de ce que j'ai compris, elle s'est dit que ça n'en valait pas la peine. Et maintenant, c'est Reebok qui a repris le flambeau, qui lui est aussi un géant en matière d'investissement et de sport et qui est donc à boycotter. Une autre victoire majeure qu'on a obtenue, et vraiment pas des moindres, c'était contre le géant de l'assurance AXA, qui a désinvesti totalement des banques israéliennes aussi l'année passée. Et ça faisait vraiment des années qu'on militait contre AXA, qu'on faisait pression pour qu'ils désinvestissent des banques. Au début, c'était 9 banques, ensuite c'était 6, ensuite c'était 3. Donc on voyait que progressivement, ils répondaient à cette pression-là. À préciser qu'aujourd'hui, AXA est toujours un objet de boycott parce qu'il investit dans 11 firmes de fabrication d'armes qui participent directement au génocide d'Israël en Palestine. Donc comme quoi la lutte n'est pas finie, elle a juste changé de forme. D'autres campagnes qui datent un petit peu, on pense par exemple, quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, c'est Ben & Jerry's, donc le géant américain de glace, qui avait des fabriques mon français m'échoue, mais des fabriques dans les colonies illégales en Cisjordanie, qui du coup a été fermée. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'aussi les propriétaires ont fait un procès à leur compagnie d'origine, Unilever, je crois le nom. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un réel engagement de la part de ces personnes antisionistes. Que mentionner d'autres Ça, c'est un peu les grandes... Pardon. Alors, à ce jour, il n'y a pas encore eu de victoire, mais ça, je peux en venir un peu plus tard pour parler un peu du boycott lui-même.
de comment est-ce qu'aujourd'hui on fonctionne, parce que la stratégie a été un petit peu adaptée depuis la campagne génocidaire d'Israël. Surtout depuis 2021 en fait, mais ça a été un peu peaufiné depuis. Le BNC, donc le Comité national du mouvement BDS en Palestine, décide d'appliquer un petit peu une stratégie de boycott ciblé, c'est-à-dire d'avoir une liste vraiment de quelques entreprises qui sont le plus complices des crimes de guerre et des violations de droit international par Israël, pour pouvoir un peu maximiser notre impact. Je pense que vous l'aurez tous vu un petit peu de cette liste qui circule sur Internet, qui parle de toutes les marques possibles, de toutes les marques américaines, simplement parce qu'elles sont américaines, et que les États-Unis, voilà, c'est le principal fournisseur d'armes, principale aide à Israël. Sauf qu'en faisant ça, on s'égare, on a moins d'impact, on finit par tout boycotter, par plus savoir quoi boycotter. Et plus important, en fait, quand on veut transmettre ça à des personnes qui sont moins au courant, qui ne sont pas dans nos mouvements de lutte, ils vont aussi se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, il faut tout boycotter, puis ça rejoint un peu la propagande de voilà, c'est pas faisable. Donc une manière que le BNC a trouvé judicieuse, c'est de pouvoir cibler les compagnies. Et puis un autre exemple, c'est aussi Coca-Cola, qui pendant longtemps n'était pas sur la liste BDS, mais que beaucoup de personnes boycottaient quand même. Le BNC estimait que c'était boycottable, il a toujours estimé que c'était boycottable, mais il ne mettait pas sur la liste parce qu'il estimait que ce n'était pas prioritaire. Jusqu'à récemment, où ça a été découvert qu'il avait aussi des usines qui se trouvaient dans les colonies illégales, et du coup, ça participait aussi directement aux violations des droits des Palestiniens. Donc c'est quelque chose qui s'adapte tout le temps, en fait, en temps présent. C'est pour ça que la liste est mise à jour un peu continuellement, peut-être tous les 2 ou 3 mois, selon quoi. Et vous avez mentionné McDonald's, c'est aussi quelque chose qui n'a pas été porté directement par le mouvement BDS. Ça s'appelle des campagnes qu'on nomme un peu organiques, c'est-à-dire que ça a été popularisé par les personnes, par les gens tout venant, et que le mouvement BDS apporte en soutien. Mais ce n'est pas une campagne qui est originaire du mouvement BDS. Donc ça inclut McDonald's, ça inclut Burger King, ça inclut Domino's Pizza, Coca-Cola. Donc c'est des campagnes qu'ils soutiennent et qu'ils appellent à soutenir. McDonald's parce que ça fournissait des Happy Meals gratuitement au Tzahal, aux soldats israéliens, qui postaient d'ailleurs des photos sur les réseaux sociaux avec ces menus, donc sans vergogne. Donc voilà, et c'est pareil pour la Suisse, peut-être un petit peu par rapport au mouvement BDS en Suisse. Ça a été fondé en 2010, tout d'abord à Genève, et puis petit à petit d'autres collectifs sont formés à travers la Suisse. Il y a un collectif BDS Lausanne, un collectif BDS Neuchâtel. En Suisse alémanique, il y a des collectifs qui rejoignent la campagne BDS, ils n'ont simplement pas le nom BDS, on pense à Palestine Comité Zurich, Basel for Palestine, Burn for Palestine. Donc on est heureusement présent dans plusieurs côtés de la Suisse. Et on reprend majoritairement en fait, les campagnes qui ont été mises en place par le mouvement BDS en Palestine. Et on s'adapte à ici. Effectivement, l'UBS, c'était voilà, des résultats qui ont été obtenus grâce aux recherches de ECHO, notamment. C'est très très difficile, en fait, on en parlait beaucoup au sein du collectif, d'avoir des données par rapport aux banques. C'est des données qui sont très très difficiles à trouver. Donc c'est notamment grâce à cette recherche ECHO qu'on a pu mettre en place cette campagne. ECHO qui est une ONG oui. qui fait de l'argent. Oui, exactement. Merci beaucoup Mona. Ça fait je crois 1 heure qu'on parle là. Je vous laisse conclure. Est-ce que Joseph, tu veux parler de solidarité comme vous voulez. Je vous laisse la place pour conclure la conférence. S'il y a des trucs dont vous voulez parler absolument. Alors, je ne sais pas. Non, peut-être pour continuer ce que disait Mona par rapport au BDS, ce qui est aussi important, c'est au-delà de la consommation personnelle, c'est une question, BDS met beaucoup en avant, c'est des campagnes collectives. Il ne s'agit pas simplement d'un boycott personnel, il s'agit de mettre en place des campagnes collectives, et voilà, dans une démarche qui est pas simplement individuelle ou individualiste. Et ça, le BDS aussi met beaucoup en avant. Et je pense que c'est important, toujours dans cette perspective voilà, d'un mouvement collectif. Simplement sur la solidarité, peut-être un peu revenir sur les liens aussi, faire à l'international, disons. C'est vraiment la meilleure manière, et Mona l'a bien expliqué avant, c'est vraiment de lutter contre nos classes dirigeantes pour aider la Palestine, de constituer un pôle alternatif, ce que j'appelle au pôle néolibéral autoritaire et extrême droite, fascisant et autres,
et de construire cette résistance par en bas, des structures et autres, et aussi à travers la Palestine. Bon, on le voit aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui fait peur, c'est aussi la capacité de renflouer, de redynamiser les luttes. Ce qu'on a vu d'ailleurs, une des seules choses positives après le 7 octobre au niveau international, ça a été une redynamisation de beaucoup de luttes sociales par en bas, de redynamisme de la gauche. On ne peut pas regarder la scène politique française sans comprendre qu'est-ce qu'a joué la Palestine. En partie dans le nouveau Front populaire, les dynamiques politiques et autres. Et à chaque fois qu'en fait on a voulu attaquer des pôles qui essaient d'être réformistes ou casser la dynamique capitaliste néolibérale, en tout cas néolibérale et face à l'extrême droite, c'est à travers la Palestine. Si on regarde la France insoumise, si on regarde Jérémy Corbyn et autres, c'est surtout à travers la question de Palestine et antisémitisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dynamiques, mais on voit le danger que représente et aussi le mouvement pro-Palestine, et aussi parce qu'à travers la Palestine, moi c'est ce que je dis souvent, c'est des gens qui viennent de backgrounds politiques, culturels et autres très différents, mais qui font des expériences en commun. Et c'est là où on voit que ça fait peur aux classes dirigeantes. On voit des gens qui étaient plutôt investis sur le champ écologique, sur le champ antiraciste, sur le champ capitaliste, sans que ce soit forcément des différences ou des séparations claires et nettes. Ça peut être des gens qui sont investis dans différents... Mais ils ont fait des expériences en commun. Dans l'occupation de l'université de Lausanne, c'était très clair. C'est des gens qui avaient différents backgrounds politiques, qui se mettaient ensemble et qui remettaient en cause l'ordre dominant. Et ça fait peur. Ça, pour moi, ça fait peur. Le fait que des gens puissent accumuler des expériences en commun pour construire par la suite des structures qui nous permettront, je l'espère, mais il y a encore beaucoup de travail, de constituer ce pôle alternatif politique et de construire aussi ce pôle alternatif dans une perspective de solidarité internationale. Parce qu'on voit que nos luttes sont en commun parce qu'on a des intérêts communs face à ces différentes classes dirigeantes qui sont meurtrières et tout le reste. Voilà. Mona, quelque chose à dire ? Je rejoins totalement Joe sur ce qu'il dit et sur comment, je pense qu'on l'a tous observé, ça a radicalisé énormément de personnes depuis le 7 octobre. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif à ne pas cesser. Une des frustrations qu'on a eues dans les collectifs luttant pour la libération de la Palestine avant le 7 octobre, c'était qu'on se mobilisait beaucoup quand il y avait des campagnes de bombardement. Je pense par exemple aussi à ce qui s'est passé avec Sheikh Jarrah en 2021, là il y a eu du manif. En 2018, avec la grande marche du retour à Gaza, où ça a été réprimé dans le sang comme pas possible, alors que c'était des manifestations pacifiques. Donc à chaque fois, là, on se mobilisait. Mais en fait, les gens, du moment qu'il y avait un cessez-le-feu, ça s'arrêtait. Et c'était très, très difficile de redynamiser la lutte. Donc je pense qu'une chose positive, en fait, entre guillemets, si on peut dire positif, c'est horrible, mais de cette campagne génocidaire, c'est que ça a conscientisé les gens à dire ok, c'est un processus continu, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas avec les bombardements. Et on l'aura vu avec la manifestation qu'on a fait à Genève fin janvier, où c'était après le cessez-le-feu, on avait très très peur de ne pas avoir beaucoup de nombres, et puis en fait on avait les mêmes nombres qu'avant. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un changement, il y a un avant et après 7 octobre, et il faut continuer là-dedans et ne pas baisser les bras, se souder. Et jusqu'à ce que l'occupation coûte plus qu'elle ne rapporte. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup précisé par rapport à l'Afrique du Sud. C'est comme ça que l'apartheid en Afrique du Sud a cessé. C'est qu'à un moment donné, il ne coûtait plus qu'il ne rapportait. Et c'est aussi le but, avec le mouvement BDS, c'est de vraiment viser tous les investissements occidentaux qui sont mis dans Israël, de manière à ce que ça coûte plus que ça ne rapporte. Et il faut continuer jusqu'à ce que ce soit le cas. Inch'Allah. Merci Mona, merci Joseph. Alors, juste avant de passer aux questions, il y a une demande qui est faite. Est-ce qu'on peut tous prendre une photo, tous ensemble, juste en soutien pour Joseph Daher et ce qui se passe en ce moment? Ouais, si vous voulez, on fait ça maintenant parce que les gens, je sais qu'ils vont partir. Alors, on fait comment, Gab? Oh, bah, tu te mets là et vous vous mettez tous debout. Non, vous vous mettez tous debout et Joseph se met là. Oui, nous aussi on se met là.
Tu seras avec elle à côté, vous mettez à côté de Joseph, qu'il ne soit pas tout seul là. Mesdames, mettez-vous par là, sinon on ne va pas vous voir. Vous êtes cachés par ces grandes femmes. Je peux se mettre sur une chaise, ces grandes folles. Tu fais attention. Ouais. Vous laissez alors, c'est ça? Oui, ça va, je ne vais pas la non mais je vais ça, mets-toi là. Voilà. Est-ce qu'on peut le drapeau de la Palestine ou pas? C'est pas grave. Dès qu'il y a quelque chose, c'est bon. Ok, alors, 3, 2, 1, on y va. Voilà. Le point levé, c'est possible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais quand même laisser la place au public. Si vous avez des questions, on va prendre 2-3 questions. Il y a un micro qui se fait tourner dans la main de Marie, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Des questions? Pas de questions? Vous avez parlé des énergies fossiles tout à l'heure, mais dans la région, je ne vois pas vraiment d'Israël et Gaza. Bah, ça peut être une bonne question. Alors, est-ce que vous voulez la poser? Allez-y. Merci pour l'exposé, les exposés, c'était super. Mais je me posais la question de savoir ce qu'il y avait comme énergie fossile dans les régions dont on a parlé. Israël et Gaza, personnellement, je suis un peu perdue là. Une autre question là-bas. On prend toutes les questions et après... J'aimerais savoir ce qu'on pourrait faire avec Cassis. Parce qu'on n'y arrive pas, hein. C'est pas possible. Oui, je sais pas. Qui c'est qui a... Et puis dans le sujet des énergies fossiles, pourquoi peut-être, c'est une question un peu plus complexe, mais pourquoi est-ce que notre système occidental est autant dépendant du canal de Suez et de la communication avec le reste de l'Ouest? Un peu large, mais... Non, c'est bien, merci. Vous avez dit pour BDS qu'il fallait cibler. Alors, comment est-ce qu'on sait ce que vous ciblez? Il y a eu un super point ça radicalise beaucoup ces enjeux d'écocide et de génocide. Il y a un problème actuel qui est il y a plein de nouveaux radicaux qui ont le tiers de la théorie et on ne sait pas trop par où prendre les questions avec eux, avec elles. Un peu, est-ce qu'il y a des ressources plus générales pour les nouveaux gauchistes vers lesquels les envoyer parce que c'est long leur discussion? Je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà assez. Mona, tu veux commencer ou... Après, tu peux regrouper par exemple le Canada. Donc, on parlait des énergies fossiles dans la région, c'est particulièrement dans les monarchies du Golfe, Iran, Irak, et qui jouent un rôle absolument crucial dans la dynamique de l'accumulation capitaliste depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole est devenu la première énergie de ressources à la place du charbon. Et c'est dans ce cadre-là où les États-Unis aussi sont devenus la principale puissance internationale. Et tout changement de pouvoir dans cette région pouvait changer les dynamiques d'accumulation capitaliste au niveau international.
Il faut se rappeler qu'en grande partie, ce qu'on a appelé l'épisode des 30 Glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, en partie au Japon, a été permis grâce à un pétrole à bas prix. Entre 1945 et 1967, une grande partie de ces compagnies pétrolières de la région sont sous contrôle des 7 majors, qu'on appelle majoritairement américaines et autres, et que c'est les campagnes, et ça va être un des maîtres mots des mouvements de décolonisation, c'est de continuer, le mouvement tiers-mondiste, de continuer la décolonisation politique pour qu'elle devienne économique. Et c'était de se réapproprier les ressources nationales pour développer sa propre production nationale, ses propres ressources nationales. Et dès lors, si vous aviez eu des monarchies du Golfe, imaginez qui n'étaient plus des monarchies, Inch'Allah khair un jour, comme on dit, ça veut dire que dans les années 50, 60, vous avez au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, quand même, le mouvement dominant, ça va être le nationalisme arabe. Alors, on pourrait faire l'objet d'un autre cours, ça je vous invite dans un de mes cours, pour dire les aspects positifs et négatifs du nationalisme arabe. Mais à ce moment-là, il est, comme dans d'autres mouvements tiers-mondistes, une forme qui va remettre en cause l'hégémonie américaine. Et d'ailleurs perçue de cette manière par l'hégémonie américaine dans la région, et qui s'engage, on ne peut pas le nier, au-delà du côté autoritaire, contrôle sur les mouvements ouvriers, absence de démocratie, mais va avoir une vaste redistribution des richesses et va remettre en cause des dynamiques quand même en partie de capitalisme international. Nasser, le Baas en Syrie et autres. Et s'il y avait une nationalisation des ressources, ça remet en cause ces dynamiques d'accumulation capitaliste au niveau international. Le pétrole à bas prix, parce les accumulations des richesses vont aller d'abord aux populations régionales, ce qui n'a pas été le cas, notamment dans le cadre des monarchies du Golfe. Et c'est pour ça que le nationalisme arabe était tellement combattu et ne voulait pas voir ce changement. Et c'est en partie pourquoi l'Iran, qui sera un gendarme, Israël, vont essayer de mater tous ceux qui remettaient en cause l'hégémonie américaine dans la région. L'Iran a joué un rôle de gendarme très important. C'est par exemple l'Iran qui va intervenir dans une révolution qui est peu connue, mais qui s'appelle la révolution de Dhofar, à Amman, qui était une révolution aussi très radicale. C'est l'Iran qui va intervenir, qui va permettre au sultan d'Oman de rester encore 40 ans au pouvoir. C'est le régime du Shah. Si on regarde tout un certain nombre de mouvements ouvriers, aussi qui est relativement absent dans la discussion de les régions du monarchie du Golfe, qui sont surtout vues comme... Il y avait des gros mouvements ouvriers au Bahreïn, en Arabie Saoudite, dans les centres d'Aramco, Koweït, qui était un grand centre intellectuel. Ce n'est pas pour rien que la résistance palestinienne, en grande partie, les principaux cadres du Fatah ont fait leur classe au Koweït. Il y avait une forme de démocratie avec ses limites, mais c'était un grand centre intellectuel du nationalisme arabe, de la résistance palestinienne, jusqu'à malheureusement l'invasion de l'Irak du Koweït, et le monarchie du Koweït va virer une grande partie des Palestiniens. Mais vous avez un certain nombre de mouvements ouvriers qui se mobilisent dans les monarchies du Golfe, notamment aussi sur la question du pétrole, sur des questions internationalistes de type Palestine, canal de Suez et autres. Et une des manières pour remettre en cause la solidarité qui va se mettre en place entre les ouvriers qui viennent en grande majorité à ce moment-là, entre 50 et 70, des pays du Levant et d'Égypte, et les ouvriers locaux, ça va être d'importer, et c'est à partir de la fin des années 70, 80 aussi, des demandes pour plus de droits de ces travailleurs étrangers. Les monarchies du Golfe, dans une stratégie de division des classes travailleuses, vont de plus en plus faire, entre guillemets, importer des travailleurs et travailleuses de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne, pour créer des divisions et pour casser les mouvements de solidarité. Donc là, on comprend la question de l'énergie fossile, le gaz, mais surtout le pétrole. D'accord ? Et un autre élément d'exemple, la question qui est devenue après les années 60, 70, c'est plus la question du contrôle du pétrole directement, mais c'est le contrôle de la distribution du pétrole. Aujourd'hui, les principaux consommateurs du pétrole du marché du Golfe, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Et ça a été la principale réussite américaine après la chute de l'Union soviétique, après les années 90, c'est de redéployer des forces militaires à travers la région, qui sont en moyenne depuis le début des années 90, qui peuvent aller à 80 000, mais aujourd'hui on est plus à 30 et 40 000. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est la question de contrôle
de la distribution du robinet du pétrole. Si demain les Américains veulent emmerder, entre guillemets, les Chinois, ils ferment la distribution du pétrole. Et si vous avez remarqué, le mouvement des houthis, encore, on peut dire, il y a des critiques et autres. Lorsqu'ils ont fait, au tout début, quelques roquettes sur Israël, il n'y a pas eu véritablement de réaction des puissances occidentales. Lorsque le mouvement des Houthis, et qu'ils ont compris que ça pouvait faire beaucoup plus mal, ont commencé à attaquer les cargos pétroliers qui étaient dans ce détroit et qui passaient par là, c'est là où il y a eu une soi-disant coalition internationale. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'il y a deux pays, généralement États-Unis, Grande-Bretagne, qui ont commencé à attaquer de nouveau les Houthis et avoir des destructions massives. Parce que on remettait en cause la question du commerce international, du pétrole, la distribution du pétrole et autres. Et d'ailleurs, un certain nombre de coûts de production ont augmenté après cela. Maintenant, et ça rejoint la question du canal de Suez, disons. Ce qu'il faut être clair, bon, on parle bien sûr, les principaux centres d'accumulation capitaliste dans le monde sont toujours dominés par les puissances occidentales. Mais quand on dit cela, il faut être très clair aussi que les soi-disant BRIC and Co, ce n'est pas une alternative au système capitaliste international. Ils veulent juste une meilleure place dans ce capitalisme international. Ce sont aussi des puissances d'oppression. La Chine, c'est un régime capitaliste avec ses propres structures différentes et autres, mais qui exploite ses travailleurs et travailleuses. L'Inde, qui est un grand allié d'Israël, qui est dominé par un gouvernement qui a des dynamiques, alors là, on peut parler fascisantes dans leur structure, très islamophobes et autres, très discriminantes. Même la Russie. Donc c'est pas... Il s'agit bien sûr de dénoncer le système d'accumulation des principaux centres qui sont les systèmes occidentaux, mais il ne faut pas voir dans l'alternative des autres quelque chose de positif pour nous. Hein, et dès lors, voilà, là, ça, la question du canal de Suez, le lien puissance économique, la Chine et autres. Donc le canal de Suez et aussi permet ce commerce entre en partie l'Asie, en partie l'Europe, la question du pétrole et autres. Mais c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est vu qu'on est quand même sommet sur la question contre-sommet sur la question du pillage, voilà ces alternatives qu'il faut construire par en bas et pas voir dans une possible alternative des dits ennemis de nos ennemis et qui peuvent le lendemain aussi redevenir des amis quand il y a une menace par en bas, ou pas avoir simplement une analyse géopolitique, mais comprendre ces dynamiques. Maintenant, je vais laisser... Pardon. Aussi sur la question des fossiles, à ce que je sache, Israël n'a pas de ressources naturelles. Là, récemment, ils ont découvert quelques gisements de gaz, mais du coup, Israël est très dépendant de l'aide américaine et au début de la Grande-Bretagne qui leur fournissait du pétrole, principalement de l'Azerbaïdjan. Et les relations continuent encore aujourd'hui. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël est un grand importateur de métaux et de minéraux pour en fait leur technologie de l'armée et leur matériel pour pouvoir faire la guerre contre les Palestiniens. Et je trouve que ça, c'est important et qu'il faut le souligner. Et puis un autre élément à souligner, vu que justement on parle d'intersectionnalité des luttes, on pointe souvent du doigt le rôle joué par les énergies fossiles dans l'accélération du capitalisme, dans l'accélération du déclin de la Terre. Et puis, en fait, il faut aussi lier ça à l'impérialisme, lier ça à la question palestinienne, et que tout, en fait, on va dire que tant qu'on ne va pas cibler la cause originelle, qui est le capitalisme en soi, la colonisation va continuer, l'impérialisme, ça reste un petit peu l'étape la plus suprême du capitalisme. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir lier toutes les luttes et pour ensuite lutter au mieux pour la libération de la Palestine. Cassis. Ah oui, il y avait deux autres. D'abord, la question du boycott. On communique beaucoup en fait sur les réseaux sociaux. On a aussi un site national bds-info.ch où je crois qu'il y a toute une réadaptation. On a eu pas mal de problèmes avec ce site pendant plusieurs années, qui était en fait très ancien. Je crois qu'il avait commencé avec le commencement de BDS en Suisse, donc en 2010. Ça ne fonctionnait plus trop. Donc je crois qu'on est un peu toujours en phase de remettre tout ça à jour. Et c'est là qu'on publie en fait les newsletters, les mises à jour. Je crois qu'il y a aussi une possibilité de s'inscrire à la newsletter avec votre email, comme ça vous recevez des infos. Donc c'est vrai que pas tout le monde est sur les réseaux sociaux. On a beaucoup évolué sur Instagram, mais pas tout le monde a Instagram. Donc effectivement, le mieux
Ouais, le mieux pour se tenir au jus, c'est, je pense, le site web quand on n'a pas les réseaux sociaux, parce que c'est mis à jour assez continuellement. La question de Cassis. Alors, je sais pas, je peux répondre d'abord avec perspective BDS, qui n'est pas forcément une réponse satisfaisante, hein, qui est de mettre pression par tous les moyens possibles, les lettres, les pétitions et tout ça. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, flemme. Enfin, non, mais dans le sens que on l'a vu aussi avec l'UNRWA, où il y a un vote le 18 mars à ce sujet qui est la honte absolue. Enfin, on n'a même plus les termes en fait, pour décrire ce que la politique suisse fait à ce sujet-là. Et je pense qu'effectivement, durant nos manifestations prochaines, on a beaucoup ciblé Israël, beaucoup ciblé ce qu'Israël fait. Je pense qu'une perspective de lutte prochaine, ce sera aussi de plus cibler nos dirigeants, ce qui n'est pas encore fait assez, malheureusement, peut-être en Suisse. On vit dans une bulle, on a parfois peine à parler des perspectives internationalistes et puis aussi à faire conscientiser aux gens que ça les concerne aussi. On entend souvent, parfois, non mais la Suisse, d'abord la Suisse. Oui, mais la politique étrangère, c'est aussi la Suisse, c'est aussi ce que fait la Suisse. Donc je pense qu'il y a forcément des choses qu'à BDS, on pourra faire qui est collectif, parce que jusque-là, c'est assez individualiste, envoyer des pétitions, interpeller sur les réseaux, c'est quelque chose d'assez individuel. Je pense qu'il faut qu'on mène des campagnes collectives, qu'on fasse vraiment des manifs, qu'on mette davantage la pression avec les nombres. Je ne sais pas si toi, tu avais... perspective. On a aussi une question d'Éric Toussaint là-bas, après toi. Mais il y avait juste sur les nouveaux gauchistes, et heureusement qu'il y en a encore et encore, il en faut encore plein. Non, il y a plein de ressources maintenant, de sites, de livres. Franchement, il y a un vrai développement. Mais au-delà de cela, c'est faire des expériences dans le quotidien, que ce soit à travers son syndicat, des associations locales, peut-être un parti politique où tu te sentiras... Et aussi se développer politiquement. Donc il faut avoir, je pense, à la fois la théorie et la pratique. Je ne pense pas qu'il y a simplement ce genre de conférence, ce genre de 2 jours de séance, c'est vraiment bien. Il faut les multiplier, mais c'est aussi... il n'y a rien qui remplace la lutte quotidienne, hein, honnêtement. Quand on voit... je pense qu'il y a des gens, quand ils ont fait l'occupation, ça vaut quelques années presque de militantisme, hein, au niveau de... Pendant 2 semaines, l'intensité, l'expérience que c'est de gérer une occupation, ses problèmes et autres. Donc je pense que c'est un peu les deux. Il n'y a pas de checklist en fait à comment devenir se développer. Je pense que c'est aussi des parcours de vie. Moi, c'est à travers la Palestine, puis après, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Mais disons, je dirais qu'il faut avoir... mélanger les deux, avoir un investissement du terrain au quotidien et allier ça avec toute forme de théorie qui s'inscrit. Voilà, après, moi, je peux donner quelques conseils, mais je ne vais pas faire comme ça. Voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter l'importance des manifestations. On a parfois entendu des critiques comme quoi voilà, les manifs, c'est bien, mais c'est pas assez. Alors, tout à fait, faire seulement des manifs, c'est pas assez pour démanteler le régime colonial d'Israël, mais c'est absolument fondamental pour créer des liens, pour radicaliser les gens. Il y a tellement de personnes qui sont d'abord venues aux manifs, qui sont ensuite venues nous parler, qui ont rejoint le collectif. Donc c'est vraiment quelque chose, le contact avec l'autre, en fait, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas rester dans son coin juste à lire des livres et puis avec la théorie. Donc oui, je rejoins totalement Joe en disant que c'est les deux. C'est important d'avoir de la théorie, de lire peut-être Ilan Pappé, de lire le livre de Omar Badrouti sur qu'est-ce que le mouvement BDS, c'est important. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience elle-même, on n'a pas parlé avec des gens, on n'a pas vu ce que c'était la lutte, on ne comprendra pas ce que c'est que réellement de lutter. Donc je pense que vraiment les manifestations, c'est fondamental. Oui, c'est juste pour apporter une information en lien à la question sur Israël et les ressources ressources naturelles fossiles. Israël est fort dépendant de ses importations fossiles, notamment de charbon. Et ce qui n'est pas nécessairement connu au niveau de la gauche, c'est que les pays des BRICS sont des fournisseurs très importants d'Israël. Et donc, on a une situation tout à fait contradictoire d'une action exemplaire de l'Afrique du Sud devant la Cour pénale internationale, mais qui, en même temps, continue à exporter du charbon vers Israël systématiquement. Donc on a mois par mois les approvisionnements
envoyés d'Afrique du Sud vers Israël. Alors un autre cas aussi, alors à côté par rapport aux BRICS, c'est l'Afrique du Sud principalement, mais aussi la Russie, la Chine et un peu le Brésil. Donc les BRICS, qui d'ailleurs n'appellent pas à la rupture des relations commerciales avec Israël. Donc dans la déclaration finale du dernier sommet des BRICS à Kazan en octobre 2024, il y a une condamnation de l'action militaire d'Israël à Gaza et en Cisjordanie, mais il n'y a pas l'affirmation de la nécessité de rompre les relations commerciales. Et alors il y a une situation aussi très contradictoire et qui a à voir avec un des thèmes de ce week-end, c'est la Colombie. Gustavo Petro, président progressiste, a pris des positions très claires et a annoncé la rupture des relations commerciales de la Colombie avec Israël, mais Glencore transfère des quantités énormes de charbon, encore maintenant, de Colombie, de charbon colombien, vers Israël, parce que c'est une firme transnationale qui se fout des décisions de la Colombie. Donc la Colombie ne vend pas à Israël, mais du charbon colombien est transporté et vendu à Israël par Glencore. Et donc on est en contact avec BDS, quand je dis on, c'est du côté du comité pour l'annulation des dettes illégitimes, avec BDS en Afrique du Sud, avec un camarade qui s'appelle Patrick Bond, qui suit vraiment à la loupe les relations commerciales des pays des BRICS par rapport à Israël. Encore une question? Allez-y. Ça vous va de prendre encore une question? Oui. Le poids des populations arabes, finalement, et en particulier égyptiennes, pour s'opposer à la politique israélienne ou pour pouvoir s'opposer à cette politique, finalement. Et pour atténuer, je dirais, peut-être la collaboration entre tous les pays arabes et puis finalement les pays occidentaux. Peut-être en deux niveaux. Israël déteste la démocratisation de cette région. Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères en 2011, à la suite de la chute de Moubarak en Égypte, a dit « La pire menace pour Israël, c'est une démocratie en Égypte ». Et c'est là où il y a eu les premières manifestations contre l'ambassade d'Israël depuis les accords de Camp David, à la suite de la chute de Moubarak. De la même manière que c'était la première fois en des décennies qu'on a vu des marches du retour en 2011, venant du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et en partie de l'Israël, vers la Palestine occupée. Chaque fois qu'il y a une possibilité de s'exprimer démocratiquement, les populations de la région ont montré une grande solidarité avec la Palestine. Donc, toutes les questions, il y avait des soi-disant experts, ils disaient après les accords d'Abraham, vous allez voir, c'est fini, là, les questions palestiniennes a été liquidée en voyant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui allait aussi vers une forme de normalisation en disant, vous voyez, les Arabes ne sont pas intéressés par la question palestinienne, alors que par en bas, il y a toujours eu ce soutien. On a eu un petit peu quelques signes lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Bon, ça c'était un peu symbolique, c'est pas négatif, hein, mais surtout après 7 octobre. On a pu voir de nouveau, là, quand c'est possible, une mobilisation massive. La question, c'est que l'Égypte, on parlait l'Égypte fournit du gaz à l'État d'Israël. Il y avait même l'ancien coordinateur du BDS en Égypte, qui était aussi moitié palestinien, qui a pu trouver refuge en France après avoir été emprisonné plusieurs années pour son mobilisation
en Égypte. L'Égypte a joué un rôle... sans l'État égyptien, il n'y a pas de blocus de Gaza. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il ne joue pas le rôle principal, mais il joue aussi un rôle qui permet la mise en place du blocus. Ils avaient aussi prévu, si Israël poussait encore plus, poussé par la force palestinienne, ils avaient préparé une sorte de une grande zone barbelée pour mettre les Palestiniens là-bas. Alors, la responsabilité principale est sur Israël, je vais être très clair. Mais les États arabes, la Jordanie et l'Égypte, ce n'est pas pour rien qu'ils sont des principaux récipients de l'aide américaine dans la région depuis plusieurs décennies. L'Égypte, c'est depuis les accords de Camp David, le deuxième récipient de l'aide américaine dans le monde après l'État d'Israël. Plus d'1 milliard de dollars, ça dépend, 800 millions. La Jordanie également. Et on voit que ces deux États sont en frontalier avec Israël et servent l'agenda américain dans la région. Et de même, on voit les liens aussi dans les politiques néolibérales et autres. Parce que le changement de dialectique, entre guillemets, après la mort de Nasser, l'arrivée de Sadat au pouvoir, l'alliance avec Israël, c'est aussi un changement de l'économie politique en Égypte. C'est lié de voir. Et c'est pour ça, voilà, le lien qu'on peut faire entre différentes choses. Donc, vraiment dire que s'il y avait une démocratisation de cette région, et c'est pour ça que ça changerait les rapports de force par rapport à l'État d'Israël. Et dès lors, pour moi, je pense un démantèlement de cet état d'apartheid. C'est pour ça que pour moi, je mets souvent en avant cette idée que les processus révolutionnaires régionaux sont un pas en avant pour la libération de la Palestine, que la Palestine passe par la libération des capitales arabes. Encore une fois, un autre indicateur du refus de la démocratisation, ou bien que ça me fait une peur, le jour d'après de la chute du régime Assad, Israël a envahi tout le Golan, le sud de la Syrie, et a bombardé toutes les principales installations militaires. Pourquoi ? Parce que pendant 40 ans, il y avait un dictateur qui protégeait les frontières avec la Palestine occupée, qui empêchait toute forme de résistance pour le Golan, qui emprisonnait les gens qui essayaient. Et donc, c'était un message envoyé très clairement. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font une instrumentalisation des problèmes que ce n'est pas le seul problème en Syrie, malheureusement, Israël. Il y en a plein d'autres. Mais ils instrumentalisent les différences confessionnelles, avec la question des Druzes, avec la question des Kurdes, et autres. Et pas pour dire qu'il n'y a pas des vrais problèmes avec le gouvernement central, mais une instrumentalisation. Et c'est là où on voit la question du refus de démocratisation et les intérêts communs entre les classes dirigeantes arabes, pour leur grande majorité, et Israël. Et c'est aussi une des raisons principales pourquoi l'Arabie saoudite ne va pas plus vers l'avant, vers un accord de paix, à la différence d'autres monarchies du Golfe, c'est qu'ils doivent dealer avec une population indigène importante. Les Émirats, le Qatar, c'est 5-10% la population indigène. L'Arabie saoudite, non, c'est 65%. Et qui savent que s'ils doivent faire une paix demain, ça va leur coûter cher. Donc ils doivent s'assurer des choses. Donc ça aussi, on comprend comment la majorité de la population locale, et voit leur destin commun. Le jour du cessez-le-feu à Gaza, en Syrie, depuis des décennies, il y a des manifestations partout, pour célébrer avec les Palestiniens. Donc là, on voit encore une fois ce lien. Juste pour rajouter aussi un autre élément qui est fortement instrumentalisé depuis le départ, c'est la question des réfugiés palestiniens dans les pays arabes, qui sont mais quasiment des citoyens de seconde zone. Je pense particulièrement au Liban, pour l'avoir vu de mes propres yeux, où il y a vraiment eu une propagande qui a fonctionné, en fait. La population locale met la faute de ce qu'elle vit, des problèmes économiques, qu'elle vit sous le coup des réfugiés, palestiniens et syriens. Pour moi qui suis originaire du Nord, je vois particulièrement le cas des réfugiés syriens, vu qu'ils sont plus importants que ceux palestiniens, où on dit que voilà, ils obtiennent plus de pain que les Libanais, ils ont plus d'aide de la part des instances internationales, alors que tout ça c'est faux. Et Israël joue vraiment de cette propagande pour détourner l'attention de ces crimes de guerre. Depuis très longtemps, on entend souvent de « Ah, mais si vous préoccupez tant de ça des Palestiniens, mais allez dire au gouvernement libanais de mieux les traiter ». Alors qu'en fait, la cause principale, l'existence même de ces réfugiés vient du fait de la Nakba, du nettoyage ethnique et du génocide d'Israël. Sans Israël, il n'existerait pas. Donc je pense que c'est aussi un élément qui fait que les mobilisations
dont les pays arabes sont plus difficiles parce qu'il y a toute cette propagande qui est aussi à déconstruire. Merci. Cette conférence prend fin. Merci d'être venu.